l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu Eternal Chronicles of the Throne. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 30 à 45 minutes. C'est un jeu qui est sorti par la compagnie Renegade Games en collaboration avec Direwolf Studios parce que c'est à l'origine, Eternal, un jeu de cartes digital. Donc, c'est un jeu en format digital qu'on peut jouer sur l'ordinateur, par application mobile, etc. Ce n'est pas un jeu que je connais, donc je ne pourrais pas vraiment m'approfondir là-dessus, mais je sais qu'il y a beaucoup de design graphique qui a été emprunté à ça parce que c'est dans le même univers. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est le même designer qui a fait le jeu Clank. Donc c'est un designer assez connu. On va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc le contenu de la boîte de Eternal Chronicles of the Throne. Bon, d'ici là, on va l'appeler Eternal. Premièrement, le livre de règles. Le livre de règles n'est pas très grand. Il est bien illustré. Des beaux exemples, donc on nous montre exactement ici comme ça. Et le jeu est très très simple. Il ressemble beaucoup à beaucoup de deck builders qu'on connaît, là, du genre Star Realm, Hero Realms. Mais même si vous n'avez jamais joué à ces jeux-là, vous allez pouvoir comprendre comment le jeu se joue. Donc c'est très très simple. Chaque joueur va également avoir une petite carte d'aide qui parle de tous les mots-clés qui se trouvent dans le jeu. Donc ici comme ça, des deux côtés. On va également avoir différents tokens que je vais placer à l'extérieur ensuite. Bon, c'est juste pour marquer plus de points de vie ou si on a des pouvoirs de plus sur nos cartes. Et on a également des petits tokens ici qui vont servir de petites créatures qu'on va pouvoir envoyer sur le terrain. Comme ça ici, avec différents effets de cartes. Donc, je vais les placer de côté. En début de partie, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va choisir un personnage. Donc, peu importe le personnage qu'on choisit. Donc, on va choisir celui-là. Et on va commencer à 25 points de vie. Comme ça ici. Alors le but du jeu c'est quoi? Eh bien c'est de réussir à descendre les autres joueurs à 0 et d'être le survivant. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va devoir se construire un deck. En début de partie, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un deck de départ. Donc chaque deck de départ est identique. Donc il contient beaucoup de cartes diplomatie comme ça ici. Ensuite carte refresh, aussi secret page, des choses comme ça. Donc il y a plusieurs cartes qui constituent le deck de départ. Je vais les mettre de côté. Mais également, on va commencer avec une carte de base. Et là, les cartes de base, on les remarque parce qu'ils n'ont rien en haut à droite. Donc d'habitude, les cartes ont tous un coup en haut à droite. Et je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Mais les cartes de base, on va en sélectionner une au hasard. Donc chaque joueur va en recevoir une. Il va pouvoir la regarder. Et ça va être une carte supplémentaire unique qu'il va avoir dans son deck. Donc, par exemple, celle-ci, ce serait de créer un grenadin. Bon, je vous ai parlé tantôt les créatures ici comme ça. Ça se trouve à être ça. Et en l'occurrence, un grenadin, c'est ceci. Tadam! Donc, avec cette carte-là, je vais être le seul à l'avoir parce que c'est une carte de base et elle va aller dans mon deck de départ. Ensuite, les autres cartes de base sont remises à la boîte. On ne s'en servira plus. Une autre chose importante avant de commencer la partie, il y a la carte du trône éternel. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'il faut placer lors de la mise en place 2 cartes Seek Power pour chaque joueur. Donc, si on joue une partie à 2 joueurs, on va prendre 4 cartes comme ça, donc ils sont tous identiques, Seek Power, et on va les placer par-dessus le trône. Donc, ils vont servir à cacher le trône. Au courant de la partie, on va être amené à pouvoir les acheter, et éventuellement, lorsqu'on va les avoir achetés, eh bien, le trône va être révélé. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait après, mais on va le placer comme ça ici, et c'est les cartes qui vont être disponibles pour qu'on puisse les acheter. On a également les cartes de mercenaires, ici comme ça, qui sont des cartes génériques qu'on va placer et qui sont toujours disponibles pour l'achat. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va prendre toutes les cartes, et là, je vous montre les cartes. Le design graphique, le visuel est absolument magnifique. Donc, sérieusement, c'est vraiment, c'est du bonbon à regarder. Donc, si on vous montre les cartes en gros, qu'est-ce que c'est? On va en placer sur la rangée ici comme ça. Donc, on va en placer 6 qui vont être la rivière. Donc, ça se trouve être les cartes qu'on va pouvoir acheter. On va faire un petit peu de place ici comme ça. Donc, c'est les cartes qu'on va pouvoir acheter. Et de la minute qu'on va en acheter une, qu'il y en a une qui va partir, eh bien, on va la remplacer immédiatement par une autre carte. Et la dernière chose qu'on va faire avant de commencer va être de prendre 2 petits Warp Tokens comme ça. Donc, ils ont un côté allumé et éteint. Et on va les placer à côté de notre aire de jeu, du côté allumé comme ça. Ensuite, le premier joueur va piger 3 cartes, le second 4 cartes et le troisième, etc. Les autres vont piger 5 cartes. Mais après ce moment-là, chaque tour va se faire avec 5 cartes en main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon deck, je vais le brasser, je vais piger 5 cartes, je vais mettre mon deck comme ça ici, et là, on va pouvoir commencer à jouer. Donc là, je vous montre un tour générique. Donc il faut savoir que pendant notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer toutes les cartes de notre main. Donc même si on n'utilise pas les cartes, elles vont aller dans notre défausse.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces cartes-là? Eh bien, il y a plusieurs choses. Premièrement, on va pouvoir les jouer. Donc, certaines cartes vont nous donner du mana, si on veut, là, des ressources pour pouvoir acheter d'autres cartes. Donc, on voit ici, les cartes diplomatie sont très bonnes pour ça. Il y a d'autres cartes, des fois, qui vont nous donner des pouvoirs. Et là, je vous montre immédiatement l'icône du trône. Je vous ai parlé en début de partie que le trône était caché ici par des cartes qui sont Seek Power. Eh bien, lorsqu'on a une carte avec l'icône du trône, donc comme cette carte-là, eh bien, elle n'est active seulement que lorsque le trône est révélé. Donc, au courant de la partie, on n'aura pas accès, mais plus on va utiliser les cartes Seek Power et éventuellement, on va pouvoir utiliser donc les cartes qui ont une icône comme ça. Lorsque le trône sera révélé, donc disponible à tout le monde, eh bien, les cartes vont avoir un pouvoir supplémentaire. Et là, les cartes, je vous montre encore d'autres choses. Certaines fois, ils vont être des unités, donc des créatures comme ça ici, qui vont aller sur le plateau de jeu. Ensuite, comme type, vous voyez ici un exemple de carte, lorsqu'on crée 2 Yeti, et si le trône est révélé, on crée un Yeti supplémentaire. Donc, il y a beaucoup de cartes créatures. Ici, il y a également des cartes de sorts, comme ça ici, qu'on va jouer instantanément pour produire un effet. Donc, on la joue et on pige 2 cartes. Et il y a également, donc on voit en bas le type de carte, il y a également des reliques. Et les reliques, pour nous montrer, ils sont écrits en noir souvent, donc sont facile à différencier. Les reliques, qu'est-ce que c'est? C'est des cartes qu'on va jouer sur notre plateau de jeu et qui vont rester là. Donc, tant aussi longtemps qu'un effet ne fera pas en sorte que la carte soit enlevée, eh bien, elle va rester là. Donc, c'est exemple ici, lorsqu'une unité dommage un adversaire, le Magma Javelin fait 1 de dommage à ce joueur-là. Et cette carte-là va être active tout le temps jusqu'à temps qu'elle soit défaussée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec, justement, notre argent, nos ressources qu'on va faire, qu'on va acquérir? Eh bien, on va pouvoir acquérir des cartes au milieu. Donc, lorsqu'on va payer, exemple, je paierai 3 ressources, donc je vais défausser 3 cartes ici diplomatie, je les mets dans ma défausse et je vais recruter cette carte-là, exemple. Bon, je prends cette carte-là. Encore une fois, pour vous présenter les cartes, ils ont également un logo comme ça ici. En tant que tel, seul, il ne sert pas à grand-chose, mais certaines fois, il va y avoir des cartes qui vont avoir des effets spéciaux. Donc, si j'ai joué avant ou après une carte verte, eh bien, je vais profiter de ce bonus-là. Et non, malheureusement, la carte ne se compte pas elle-même, mais si j'aurais joué cette carte-là avant et ensuite je joue celle-ci, je peux avoir plus 1 de défense et l'habilité endurance. Et je vous rappelle, les habilités sont tous sur la petite carte d'aide ici. Donc, je ne les montrerai pas tout au complet. Donc ça, c'est l'icône de couleur. Ça se trouve être la faction. Donc, on va être amené à peut-être se spécialiser vers une faction ou essayer de varier pour avoir différentes factions. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on achète une carte, donc j'ai défaussé les ressources, je prends ma carte et je la mets dans ma défausse. Et là, comme tous les bons deck builders, lorsque je n'aurai plus de cartes en main, donc je vais repiger 5 cartes, je vais jouer mes cartes, et lorsque je devrais piger, je prends ma défausse, je la brasse, et je repige mes 5 cartes, ou le nombre de cartes qui me restait. Et voilà ma nouvelle main. Et là, plus la partie va avancer, plus on va être apporté à avoir plus de cartes. Donc ici, j'ai oublié de remplir. Donc plus ça va aller, plus on va avoir notre deck va se remplir avec plusieurs cartes. On va même avoir l'occasion de pouvoir enlever certaines cartes plutôt basiques. Donc les cartes de base, certaines habilités vont nous permettre de détruire différentes cartes comme ça pour essayer de maximiser notre deck. Et là, il y a une chose que je ne vous ai pas parlé, c'est que certaines cartes ont une icône comme ça, ici, comme ça, donc en feu si on veut, là, tout brillant. Donc, cette icône-là, ça mentionne que lorsqu'on l'achète, si on veut, on peut utiliser un de nos tokens. Et là, je vous ai montré les Warp Tokens ici comme ça. Donc, si on veut, on peut, lorsque l'on l'achète, utiliser, donc exhauster un token comme ça, donc le retourner de la face fermée, et le prendre et le jouer immédiatement. Donc, ensuite, bon, la carte, on va la jouer, après ça, on va aller dans notre défausse, mais là, au lieu de la mettre dans la défausse et attendre qu'elle soit rebrassée, eh bien, on va pouvoir l'utiliser immédiatement. C'est un pouvoir très, très fort, et souvent, c'est pas toutes les cartes qui nous le permettent, et il va falloir bien, bien gérer nos tokens. Parce que oui, c'est certain, il y a manière, éventuellement, de pouvoir rafraîchir nos tokens. Exemple, bon, je prends une carte, la carte Refresh, qui nous permet de rafraîchir nos Warp Tokens, mais malheureusement, elle va seulement être active lorsque le trône va être disponible. Et c'est là qu'on remarque les cartes neutres. Ces cartes-là ici, on les achète pour 3. Elles vont nous donner quand même 2 de ressources, donc c'est quand même non négligeable. Et lorsque on va avoir le trône de révéler, donc lorsqu'on va tout avoir acheté ces cartes-là et que le trône va être disponible, eh bien, on va pouvoir bannir cette carte-là pour créer une cavalerie. Donc un 2 ici comme ça, à 2 d'attaque. Et voilà, donc ça se trouve être encore les petits tokens que je vous ai montrés ici comme ça. Donc, lors de notre tour, c'est très simple. On va jouer toutes les cartes qu'on veut jouer comme ça. On se rappelle que les créatures vont aller sur la table. Les autres cartes qu'on n'aura pas utilisées vont aller dans notre défausse. Et là, je vous parle des créatures. Et là, je vais juste en prendre quelques-unes ici pour vous montrer. Donc, exemple, j'aurais joué cette carte-là un peu avant. Donc, on voit ici certaines habilités. Bon, c'est pas vraiment ça qui est important. Mais les cartes vont aller devant nous. Et là,
si on veut, les choses qu'on peut faire, on peut pendant notre tour jouer une carte, on peut acheter une carte, on peut jouer une créature aussi. En passant, là, on les joue tout de suite sur la table. Elles n'ont pas de coût. Et là, c'est là que le jeu fait les choses un petit peu différemment. C'est que, là, je vais prendre des cartes à l'exemple ici. Donc, admettons que là, on a l'occasion de pouvoir bloquer des adversaires. Et là, d'habitude, ce qu'on fait, c'est que la plupart des jeux comme ça, à notre tour, on attaque l'adversaire, on fait des dégâts, il peut les défendre. Mais là, ça marche différemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les cartes, on peut bloquer l'adversaire. Donc, je prends un exemple. L'adversaire a joué cette carte-là le tour d'avant. Donc, juste le tour d'avant, il l'avait déjà dans ses mains, il l'avait acheté un tour précédent, il l'a eu dans ses mains, il l'a joué sur la table, et voilà comme ça. Donc, on regarde ici, ça c'est l'attaque de la créature. Donc, la créature est du côté de l'adversaire comme ça ici, et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pendant notre tour, si on veut, on peut essayer de bloquer l'adversaire. Donc, avant la fin de notre tour, on peut le bloquer. Pour le bloquer, il faut avoir une valeur de combat, ici comme ça, égale ou supérieure à l'autre. Donc, bon, dans le cas ici, je ne l'ai pas, mais advenant le cas que je l'aurais. Si j'ai une valeur égale ou supplémentaire ou supérieure, les deux créatures sont défaussées et vont dans leurs défausses respectives, donc l'adversaire et la nôtre. Donc ça, c'est important. Et malheureusement, même si on a plus de défense, advenant le cas que j'aurais 6 de défense et la créature a seulement 1 d'attaque, si je décide de la bloquer, les deux créatures vont quand même aller dans les défausses. Et là, à quoi ça sert de bloquer? C'est très important parce que ça va enlever les créatures de l'adversaire. Parce que, après notre phase générale, donc on a joué toutes nos cartes et qu'on ait bloqué les créatures si possible, contrairement à la plupart des jeux où nous, on attaque, eh bien là, c'est l'adversaire qui nous attaque. Donc les créatures de l'adversaire vont nous attaquer si on les a pas bloqués. Donc à ce moment-là, on ne peut plus les bloquer parce qu'on a déjà eu cette chance-là plus tôt dans notre tour. Donc l'adversaire va nous attaquer et nous faire des dégâts. Donc encore une fois, bon, selon différentes variantes, mais à la base ici, il me ferait 3 dégâts. Après que l'adversaire, la créature de l'adversaire m'ait attaqué, elle va dans la défausse de son propriétaire. Donc, les cartes de créatures ne restent jamais sur le terrain. Soit qu'on va les jouer, essayer de vaincre les créatures de l'autre, ou encore, tout simplement, volontairement choisir de ne pas arrêter la créature. Comme ça, ben, ça va revenir après ça. Oui, je vais me faire attaquer, mais la créature va aller dans la défausse, et là, l'adversaire va devoir se défendre contre ma créature. Donc, ça apporte une petite dose de décision très intéressante, à savoir, est-ce que je bloque la carte de l'adversaire, ou est-ce que je vais l'assumer sur moi, mais je vais essayer de faire plus de dégâts par la suite. Et là, c'est l'adversaire qui va également devoir se poser la même question lorsqu'il va jouer des cartes de son côté. Donc, si jamais j'ai gardé une carte ici comme ça de mon côté, j'ai décidé de pas bloquer, ben lui, ben, il va falloir qu'il joue une carte parce que lui, sa carte est défaussée immédiatement. Donc, la prochaine fois qu'il va jouer une créature, il va se poser la même question que moi, à savoir, est-ce que je bloque celle-là ou encore je laisse me faire des dégâts et ensuite je vais essayer de faire des dégâts à l'adversaire. Donc, ça va changer la stratégie un peu comme ça. Et je dirais que c'est ça qui démarque Eternal des autres jeux de ce type-là. C'est que au départ, c'est pas très intuitif d'attaquer pendant que l'autre t'attaque pendant ton tour, mais plus on joue, plus je comprends que le jeu est très très bien ficelé pour ça, et ça c'est vraiment un bon plus que je peux donner au jeu. J'ai trouvé ça différent que ce soit pendant notre tour qu'on se fait attaquer, donc on a toujours la décision de pouvoir bloquer à ce moment-là ou pas. Et le jeu continue comme ça, le jeu en avançant, plus ça va aller, plus notre deck va devenir gros, plus il va devenir efficace, on va avoir des nouvelles cartes, et là des cartes, il y en a pas à peu près, il y en a vraiment de tous les genres. Et encore une fois, j'amène les yeux sur le design graphique, le visuel est très très vibrant, très très beau. Comme ça ici, je ne ferai pas le tour des cartes. Donc, on va pouvoir choisir. Des fois, bon, il y a des cartes qui ont, comme j'expliquais, des bonus comme ça ici. Ben là, si on a joué une verte avant ou après, éventuellement, ou une mauve comme ça, eh bien, ça va donner des pouvoirs, des affaires comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, ça, c'est même un sort. N'oubliez pas que les cartes vont être défaussées à la fin du tour. Et lorsqu'un joueur est éliminé, le joueur à sa droite va avoir un bonus. Et là, le bonus va être de gagner des points de vie et de pouvoir recruter une carte comme ça. C'est certain que quand on joue à 2 joueurs, lorsqu'on a vaincu l'adversaire, on a gagné. Mais sinon aussi, il faut savoir qu'il y a toujours une question d'attaque du joueur à la gauche. Donc ça vient un peu bizarre avec les 4 joueurs. Ce type de jeu-là, je vais avouer, je les préfère à 2 joueurs. Et voilà, ça fait le tour rapide des règles de Eternal. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, je dirais que le jeu, je devais savoir y jouer avant même de commencer, en regardant les vidéos de règles, avant même de l'avoir lu. C'est un jeu qui tombe dans le pattern, et là, il faut que je vais tomber au vif du sujet, faire les comparatifs, parce que c'est un deck builder assez traditionnel dans la lignée des Ascension, des Star Realm, Hero Realm, ou même tout récemment, Shards of Infinity. Donc, c'est un créneau qui est assez occupé de plusieurs jeux différents, et chacun des jeux fait des petites choses à sa manière. Et c'est là que ça devient intéressant de voir un peu les différences entre les différents jeux. Donc pour moi, Star Realm a été un des premiers qui m'a accommodé avec ce genre de type de deck builder là, mais je sais que auparavant il y avait le jeu Ascension qui reprenait le même concept. Donc on a une rivière au milieu, à notre tour on joue nos cartes, on a des points de dégâts qu'on va faire
à l'adversaire. Le but, c'est de le réduire à 0, et etc. Donc, je dirais qu'en gros, sans même avoir lu le livre de règles, je savais déjà à peu près comment jouer. Maintenant, qu'est-ce que Eternal fait de différent? Eh bien, le mécanisme d'attaque. Donc, c'est ça qui est vraiment différent des autres jeux, c'est que d'habitude, à notre tour, on joue des cartes d'attaque et on va attaquer les autres joueurs. Là, comment ça fonctionne? C'est que les cartes, on va les mettre devant nous et autour de l'autre joueur. Donc, après sa phase générale, donc il va avoir joué toutes ses cartes, mes cartes vont l'attaquer. Donc, bon, certains en duel, ça pourrait être beaucoup mieux, parce que sinon, à plusieurs joueurs, il faut attaquer bon, le joueur à notre gauche, etc. Mais ce qu'on va décider, le choix intéressant qu'on a à faire, c'est est-ce qu'on va laisser les attaques rentrer? Parce que quand les attaques vont faire des dégâts, les créatures vont être défaussées. Ou encore, on peut jouer des créatures de notre côté pour bloquer l'adversaire. Donc, là, on a le choix à faire. La créature que je vais jouer, est-ce que je vais bloquer l'adversaire pour que les deux soient remises dans la défausse? Ou est-ce que je vais laisser la carte passer sur moi, prendre les dégâts et ensuite pouvoir essayer de faire des dégâts à l'autre joueur? Mais là, l'autre joueur va avoir le même questionnement à faire. Est-ce qu'il va jouer une carte pour contrecarrer la mienne s'il y en a une? Et étant donné que les cartes doivent avoir la même valeur, si on joue des cartes un peu plus fortes, ça va être difficile de bloquer l'autre joueur. Donc, je dirais que c'est un peu ça, la particularité, parce que sinon, bon, c'est un concept qu'on a déjà vu. Il y a 5 factions différentes. Lorsqu'on joue une carte de faction, si on en joue une après, ça va pouvoir activer d'autres cartes. Donc, c'est très, très Star Realm. On se le cachera pas. Ça va vraiment... c'est un créneau connu. Sinon, gros plus de ce jeu-là, à part la phase de combat que j'ai trouvé très intéressante, j'ai trouvé que le artwork est vraiment magnifique. Donc, le design graphique un peu, il y a des armes, il y a des très médiévales, mais aussi un petit côté futuristique. J'ai trouvé ça très, très intéressant, le visuel du jeu. Comme je dis, je ne connais pas Eternal, mais je suis vraiment curieux de voir un peu la franchise, parce que c'est un design graphique qui me plaît beaucoup. Un autre petit point un peu bizarre, les attaques quand on joue à plusieurs joueurs. Bon, à 2 joueurs, je pense que c'est vraiment le compte recherché en termes de nombre de joueurs, parce qu'à plusieurs joueurs, ça devient un peu bizarre. Bon, attaquer la personne, on se défend contre des cartes hautes, j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est pas mal fait, mais je sais pas. C'est peut-être laisser un petit peu froid là-dessus. Je dirais qu'un autre truc très intéressant est justement le trône, l'espèce de carte que quand on va avoir utilisé toutes les cartes dans le milieu qui nous donnent du mana, elle va s'activer. Donc là, toutes nos cartes vont devenir plus fortes. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est un bon concept. On dirige un peu, savoir est-ce qu'on veut essayer de prendre des cartes qui vont être bénéfiques pour nous, puis ensuite d'enlever les cartes pour essayer de l'activer le plus rapidement possible, ou laisser l'autre joueur simplement le faire. Pendant ce temps-là, on réussit à récolter des cartes. Il y a aussi les petits Warp Tokens, donc certaines cartes très très puissantes que lorsqu'on les recrute, on peut utiliser notre token pour les jouer immédiatement. J'ai trouvé que aussi ça donnait un petit côté intéressant. C'est certain que comparé avec les autres Star Realm, Hero Realm, etc., il y a juste une petite boîte encore, il n'y a pas d'extension. C'est certain que le potentiel est là, mais ça devient difficile à un moment donné de faire le choix. Je pense que ça va vraiment aller avec le thème puis avec le look, parce que c'est des jeux qui sont très très bons, mais à un moment donné, il va quand même falloir faire un choix, savoir lequel que je vais préférer, parce que je peux pas avoir une douzaine de jeux comme ça dans ma collection. À un moment donné, je pense qu'il va falloir que je m'assise et que je fasse vraiment un comparatif précis duquel se démarque le plus des autres, de par ses mécanismes, ses extensions et des choses comme ça. Mais sinon, j'ai bien apprécié mes parties d'Eternal. J'ai trouvé ça intéressant, malgré le fait que ça révolutionne absolument rien. C'est du déjà vu un peu, mais si le look vous parle, ou si même vous connaissez la franchise, à ce moment-là, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à Eternal, Chronicles of the Throne. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!